Nous abordons aujourd'hui le despotisme éclairé. Alors, qu'est-ce que le despotisme éclairé? Ce sera l'objet de la leçon. Successivement, je vais essayer de définir les termes de la leçon, donc le mot despotisme et le mot éclairé. Je vais essayer d'en définir les limites à la fois dans l'espace et dans le temps. Puis je vais proposer un plan pour cette leçon, qui pourrait servir d'exemple, même s'il n'est pas exclusif, dans l'hypothèse où vous-même vous devriez donner cette leçon. Et ensuite, je procéderai de manière tout à fait traditionnelle à la présentation de cette leçon. Et on verra quel est le point de vue, d'une part, des philosophes et quel est le point de vue, d'autre part, des monarques face à cette politique. Voilà. Alors je commence tout d'abord par la définition, donc dans l'introduction, grand A, l'introduction du sujet. Donc je l'annonçais il y a un instant, 2 points. Tout d'abord, définition, et puis on va voir ensuite le plan que je propose. Alors, définition du sujet. Tout d'abord, analysons les 2 termes qui apparaissent dans le thème de la leçon, c'est-à-dire despotisme et éclairé. Le terme despotisme renvoie à un système politique qui est mal nommé. Donc, dès le départ, il y a un problème, c'est que ce sont des historiens allemands du milieu du XIXe siècle qui ont regroupé un ensemble de politiques de souverains du XVIIIe siècle et lui ont donc donné ce nom, ce chapeau, si vous voulez. Et il visait en particulier la politique d'un de ces monarques qui est Frédéric II, le roi de Prusse. Ils avaient en fait dans le collimateur un souverain bien précis, Frédéric II. Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant le deuxième thème, le deuxième titre, le deuxième élément qui intervient dans le titre, celui d'éclairer. Alors, je ne vous apprends rien en vous disant que le XVIIIe siècle est régulièrement appelé le siècle des Lumières. Quand on parle de lumière, on parle de quelle lumière? Parce qu'il peut s'agir de beaucoup de choses. On fait référence, en fait, à une philosophie qui prévaut à cette époque et qui est marquée par la présence de la raison lorsqu'on analyse, lorsqu'on essaie de comprendre le monde d'une manière générale et lorsqu'on veut le transformer. Ce terme de lumière trouve des équivalents dans la plupart des langues européennes. En anglais, on dit the Enlightenment. En allemand, et là le terme est très fréquent, on dit die Aufklärung. En italien, il illuminismo. En espagnol, la illustration, et en néerlandais, de verklaring. Voilà, ce sont des mots que l'on retrouve dans différentes langues pour qualifier ce phénomène. Maintenant, le fait d'accoler cette notion de lumière au terme despotisme peut paraître évidemment un petit peu paradoxal. Et c'est bien la difficulté du sujet. J'y reviendrai tout à l'heure. En ce qui concerne maintenant le cadre spatio-temporel, autrement dit, des limites spatiales et chronologiques du thème. Sur le plan spatial, tout d'abord, le despotisme éclairé recouvre essentiellement
au départ les pays d'Europe centrale et orientale, à savoir la Prusse, l'Autriche et la Russie, mais aussi, il ne faudrait pas les oublier, les pays scandinaves et les pays d'Europe méridionale. Quand je parle des pays scandinaves, il y a un ministre qui fait office, si je puis dire, de despote éclairé, puisque là, ce n'est pas le nom du monarque que l'on retiendra pour cette période-là, mais le nom de ce ministre, c'est Struensee, donc S-T-R-U-E-N-S-2-E, Struensee. Si vous prenez le cas pour l'Europe méridionale, vous avez une situation à peu près similaire. Pour le Portugal, ce n'est pas le roi Joseph Ier, donc José Ier qui sera retenu, c'est le nom de son ministre, le marquis de Pombal, qui est un personnage très célèbre au Portugal pour le milieu du XVIIIe siècle. Voilà. Vous avez des monarques aussi secondaires qui interviendront dans le phénomène, dans cette politique que l'on qualifie de despotisme éclairé, par exemple en Toscane, avec Léopold de Toscane, en Bavière, avec Maximilien III, en Pologne. Quant aux grands souverains que j'évoquerai tout à l'heure, soyez un petit peu patients. Autrement dit, globalement, le despotisme éclairé recouvre presque toute l'Europe, à l'exclusion de la France qui se montre rétive, de l'Angleterre qui a pris une autre voie, celle de la monarchie parlementaire, et enfin les Provinces-Unies, donc les Pays-Bas actuels, qui ont pris également une voie de type républicain, même s'il y a des tensions entre la politique de type républicain et d'autre part le Stadtholder de Hollande qui fait partie de la famille d'Orange-Nassau. Voilà. Autrement dit, pour simplifier, mais je dis bien que je simplifie ici, le despotisme éclairé sera appliqué dans des pays qui sont en retard par rapport aux pays d'Europe occidentale que sont à ce moment-là la France, l'Angleterre et les Provinces-Unies. Ce sont les pays, évidemment, qui sur le plan économique sont à la pointe. Et le rôle des monarques éclairés sera d'essayer de rattraper le retard, justement, de l'Europe occidentale. Donc vous voyez que le cadre géographique, c'est l'Europe moins l'Europe occidentale, mais vraiment l'Europe extrême occidentale. Sur le plan chronologique, on va s'arrêter en gros aux périodes 1740-1790. Donc je ne vais pas partir du début du XVIIIe siècle, parce qu'on peut dire que le despotisme éclairé ne commence véritablement qu'avec les règnes de Frédéric II de Prusse et d'autre part de Marie-Thérèse, impératrice d'Autriche. Voilà, comme ça vous avez le cadre spatial et d'autre part le cadre chronologique qui se trouve justifié. Maintenant, ce terme ou ce thème de despotisme éclairé pourrait être étendu à d'autres pays et à d'autres époques. Moi, je vais me limiter ici dans mon analyse au sens étroit, c'est-à-dire le sens qu'on lui donne habituellement, et en me concentrant encore plus particulièrement sur les pays d'Europe centrale et orientale. Donc malheureusement, je n'aurai pas l'occasion de vous parler des pays scandinaves et des pays d'Europe méridionale. Je vais me centrer sur la Prusse, l'Autriche et la Russie, mais je vais vous expliquer il y a un instant qu'au sens large, on pourrait s'intéresser également et inclure dans cette thématique le Japon à partir de 1868, c'est ce qu'on appelle l'ère Meiji, c'est l'ère des Lumières au Japon,
quand l'empereur Mitsuhito décide d'ouvrir son pays, forcé d'ailleurs par les pays occidentaux, et en particulier par les Américains, le fameux Commodore Perry, à s'ouvrir à la modernité, je pourrais également l'étendre à la Turquie de Mustafa Kemal, Kemal Atatürk, qui au lendemain de la Première Guerre mondiale va ouvrir son pays à la modernité et va entreprendre toute une série de réformes avec comme objectif d'éradiquer les superstitions religieuses. Et vous savez peut-être, la Turquie est un des rares pays à avoir inscrit dans sa constitution la laïcité. On pourrait également étendre le champ de recherche, même à l'Iran, précédant l'arrivée de l'ayatollah Khomeini, c'est-à-dire avant l'installation d'une république islamique en 1979, lorsque le Shah Reza Pahlavi, qui était un dictateur, qui avait établi un régime autoritaire, avait voulu sortir l'Iran, justement, de la superstition islamique, du retard économique, et cherchait à rattraper l'Occident. Donc vous voyez que c'est un concept qu'on peut élargir. Et on pourrait même si ça paraît un petit peu audacieux, considérer que Lénine est une sorte de despote éclairé. Voilà. Donc vous voyez, tout dépend un petit peu du champ d'action que l'on décide de suivre. Moi, je vais m'imiter évidemment à la tradition pour faire bref, mais ce qui est sûr, c'est qu'au lendemain du XVIIIe siècle, après la Révolution française, Napoléon est certainement un despote éclairé, incontestablement, sauf qu'il apporte une dimension supplémentaire, c'est tout l'héritage de la Révolution. Donc c'est le despotisme éclairé mêlé à l'héritage révolutionnaire, mais sans aucun doute c'est un despote éclairé. Voilà. Alors maintenant, arrivons à l'élaboration du plan de cette leçon. Donc, le plan. Vous avez bien compris que mon plan ne sera pas chronologique. Pourquoi? Parce que la période considérée est relativement courte. Il s'agit d'un demi-siècle. 1740-1790. Donc ça ne vaut pas la peine de subdiviser à l'infini cette période, même si on pourrait distinguer parmi les despotes entre guillemets éclairés, ceux qui appartiennent à la première génération comme Frédéric II et ceux qui terminent la période comme Joseph II qui doit souffrir des événements pré-révolutionnaires et qui va se trouver avec de très nombreux embarras, en particulier dans nos régions en 1790 au moment de la Révolution française. Donc, mon plan sera thématique et je suivrai donc un plan qui cherchera à répondre à deux questions. D'une part, comment les philosophes, ceux qu'on appelle les philosophes à l'époque, on pourrait dire plutôt les intellectuels, parce que le terme philosophe lui-même est discutable et n'est peut-être pas tout à fait adéquat. Comment donc les intellectuels, ceux qu'on appelle les philosophes, envisagent le fonctionnement de la monarchie réformatrice? Ça, c'est la vue idéaliste, celle d'en haut. Et d'autre part, ce sera la deuxième partie donc, de mon exposé, comment les monarques eux-mêmes essayent de réformer leurs États en tenant compte des remarques, des observations et des conseils des philosophes. Autrement dit, il y a la vision d'en haut, celle des intellectuels, et d'autre part, une vision que je pourrais qualifier d'en bas, même si le terme n'est pas tout à fait juste, c'est-à-dire une vision qui est celle de gens qui sont en prise directement avec le réel et qui travaillent sur le terrain. Voilà. Alors, cette introduction étant terminée, je vais maintenant aborder le cœur du sujet, c'est-à-dire traiter le thème que nous allons aborder aujourd'hui, donc c'est la dissertation historique proprement dite. J'entends dissertation ici dans le sens
de réflexion exposée à propos d'un sujet pour lequel on essaie de trouver des réponses. Autrement dit, on part d'un questionnement et on essaie d'arriver à des réponses qui éclaircissent la problématique de départ. Alors, cette dissertation comprend donc deux parties. Celle qui est annoncée dans mon plan. Tout d'abord, le point de vue des philosophes. Et là encore, je vais diviser mon propos en deux parties. D'une part, la théorie, et puis on verra ensuite les moyens utilisés pour parvenir à la gestion de l'État. Préalablement, il me semble utile de préciser la chronologie des souverains que j'ai déjà évoqués à 2 ou 3 reprises pour que vous voyez précisément où ils se situent dans le temps. Je vais prendre donc que ces grands souverains très connus d'Europe centrale et orientale. Je fais fi donc de ces souverains qui règnent en Europe méridionale ou qui règnent en Scandinavie, pour simplifier les choses. Je ne prends pas ici les petits États, je ne prends que les très grands États. Voilà. Alors, le premier de ces souverains, dont il faut redire le nom, c'est Frédéric II, le roi de Prusse. Alors, il règne de 1740 jusqu'en 1786. 1786. Alors, je vais faire une accolade et j'indique en face donc Frédéric II de Prusse. Frédéric II de Prusse. Alors, deuxième souverain qui commence son règne en même temps que Frédéric II, c'est Marie-Thérèse d'Autriche. Alors, là, elle règne de 1740 à 1780. Voilà, Marie-Thérèse d'Autriche. Marie-Thérèse. À laquelle va succéder son fils Joseph II, qui règne de 1700. Alors là, c'est un peu complexe, parce qu'il va être désigné comme co-régent après la mort de son propre père, l'empereur François Ier. Donc il va être co-régent, il va gouverner en même temps que Marie-Thérèse, donc ce sera la mère et son fils, hein, puisque le père est mort. Hein, entre 1765 et 1780, et à partir de 1780 jusqu'à sa mort en 1790, il règne seul. Donc son règne comprend 2 parties. Une première partie de 15 ans et une deuxième partie de 10 ans. Donc, je vais le mettre ici. Je vais prendre la même couleur, hein, pour que l'on se souvienne que c'est quand même la même dynastie, ce sont les Habsbourg, et que c'est le même pays. Donc, je vais mettre ici 1765. 1765. Voilà. Alors, je fais 1700 ici, 90. Et je vais faire donc une grande accolade en rose. Voilà, et j'écris donc Joseph II. Donc c'est le fils de Marie-Thérèse. Donc vous avez vu qu'ils co-règnent ensemble pendant une quinzaine d'années. Et enfin, dernière souveraine, dernière despote éclairée essentielle. Alors, je vais essayer de... J'espère qu'en vert, ça va donner quelque chose. C'est clair. Alors, c'est Catherine II de Russie qui règne de 1762. Je vais le mettre de l'autre côté, sinon ce ne sera pas clair. 1762.
jusque 1796, ici, 1796, donc elle a connu la Révolution française, si vous voulez, et je mets donc ici, elle a un règne assez long, comme vous voyez, 34 ans, Catherine II. Alors je prends un peu de recul pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc je répète, Frédéric II, 1740-1786, roi de Prusse. Marie-Thérèse, 1740-1780, impératrice d'Autriche. Et en même temps, reine de Hongrie, reine de Bohême, elle avait beaucoup de titres. Joseph II, son fils, qui règne pendant une quinzaine d'années avec elle, de 1765 à 1780, et puis comme seul empereur de 1780 à 1790. Et enfin, Catherine II, qui règne de 1762 jusqu'en 1796. J'espère que mon tableau sera suffisamment clair et reprend en tout cas les 4 souverains qui sont associés à ce concept de despotisme éclairé. Je vous ai dit tout ce que je pense du concept de despotisme éclairé, qui est en fait un concept, je dirais, péjoratif, qui renvoie à un type de gouvernement qui est celui de l'Orient, des sultans, des empereurs de Chine, du Japon, etc., ou des rois de Perse, des chahs d'Iran, des grands moghols en Inde, mais qui n'a rien à voir en fait avec la réalité de ce que fut le despotisme éclairé. Donc le terme est inapproprié. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que vous proposez comme terme de remplacement? Eh bien, moi je crois qu'il faut tout simplement voir ce chapitre-là dans le cadre de la monarchie absolue, et qu'il faudrait dire absolutisme éclairé. Donc je vous demande de noter cela. Donc il faudrait remplacer le terme despotisme éclairé que l'on trouve dans tous les manuels par absolutisme éclairé. Autrement dit, c'est une prolongation de ce qui se passe en France précédemment, en France ou ailleurs d'ailleurs, il n'y a pas qu'en France, mais autant la monarchie absolue du XVIIe siècle et même du XVIe siècle cherchait à se faire légitimer par la religion et par Dieu, puisque par exemple Louis XIV est le lieutenant de Dieu sur terre, c'est-à-dire est le représentant de Dieu sur terre. Dorénavant, les monarques absolus, et laissez tomber le terme despote, vont justifier leur pouvoir non plus par la religion, même si certains d'entre eux sont très religieux, hein, par exemple Marie-Thérèse d'Autriche et Joseph II sont des catholiques sincères et convaincus, mais vont justifier leur action non plus par la religion, mais par la raison. Voilà. Si vous devez retenir quelque chose de cette leçon, il faudrait au moins que ce soit ça. De supprimer le terme despotisme, même si vous le trouvez dans tous les manuels, parce qu'il n'a pas de sens. Le terme despotisme ne devrait s'appliquer qu'à des monarchies orientales, où là, le régime est très très différent. Là, on peut parler de despotisme, par exemple, avec les sultans, avec le Shah d'Iran, les Mongols, etc. Parce que là, c'est un pouvoir absolu, mais je dirais tyrannique, hein, qui va beaucoup plus loin. Voilà, donc c'est un terme polémique qui avait du sens dans le chef de ceux qui l'ont créé au milieu du XIXe siècle, mais qu'il faudrait abolir au regard des travaux qui ont été faits depuis maintenant un siècle et demi sur la question. Alors, d'un point de vue théorique, les philosophes. Alors, quelle est la philosophie qui prévaut à ce moment-là dans le domaine de la science politique? Eh bien, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on considère que la science politique peut être analysée de la même manière qu'on analysait la nature au XVIIe siècle. Ça veut dire quoi? Eh bien, au XVIIe siècle, je vous rappelle, il y avait eu la révolution galiléenne. Il y avait eu, à la suite de Descartes, toute une série de recherches dans le domaine de la physique, par exemple, mais aussi dans le domaine de la biologie, etc. Des tas de recherches de type alors expérimental. Hein. Descartes, lui, c'est un rationaliste, mais enfin du côté de la science empiriste. Donc, autrement dit, au XVIIIe siècle, on se dit que les sciences dites humaines, et si vous êtes directement concerné par ce terme, peuvent être l'objet, je dirais,
de l'élaboration de lois au même titre que la physique, la chimie et la biologie. C'est nouveau quand même, hein. Vous êtes étudiant vous-même en sciences humaines, mais de quel droit peut-on parler de sciences humaines? Ça suppose qu'il y aurait des lois en politique, qu'il y aurait des lois dans le domaine du droit, de l'histoire, de la géographie, des véritables lois. Autrement dit, des phénomènes dont on peut, à partir desquels on peut trouver des régularités, et qui ne sont pas simplement des phénomènes singuliers. Alors, l'auteur qui prévaut, qui domine tous les autres à ce moment-là, vous le connaissez, c'est Montesquieu. Je reviens tout de suite. Tiens, oui, voilà. Alors, Montesquieu. Alors, dans le tome 1 de l'Esprit des lois, je me rapproche un petit peu, dans le tome 1 de l'Esprit des lois, qui est son grand ouvrage publié en 1748, dans le livre premier, chapitre 3, dit ceci, c'est page 128 dans l'édition Garnier-Flammarion, il dit ceci. La loi, en général, est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre, et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine. Donc, je crois qu'en ces quelques phrases, ou plutôt cette unique phrase divisée en deux, ça résume, je dirais, toute la philosophie des Lumières. Donc, vous voyez que la raison peut s'appliquer aux sciences humaines. Je relis. La loi en général est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre. Et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine. Autrement dit, tous les phénomènes humains peuvent être étudiés, je dirais presque sous le microscope, pour essayer d'en tirer des régularités et d'établir des lois scientifiques. C'est ce qu'il dit. Alors, un autre auteur que je trouve particulièrement intéressant, enfin pas seulement moi bien entendu, c'est un monument de la pensée philosophique, c'est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant. Alors ici j'ai pris l'édition Garnier-Flammarion d'un petit livre qui comprend lui-même plusieurs opuscules, et l'opuscule qui m'intéresse c'est « Qu'est-ce que les Lumières ?» Emmanuel Kant, vous connaissez, c'est ce grand philosophe. Hein. Je n'ai peut-être pas eu l'occasion d'étudier avec vous l'année passée en philosophie, mais enfin il y a des années où j'en traite en tout cas, j'en parle. Et dans ce petit livre, dans cet opuscule, qu'Emmanuel Kant publie en 1784, regardez 1784, on se situe où? Mais on se situe parce que c'est un Prussien. Il habite à Königsberg, il enseigne à l'université de Königsberg. Königsberg, en fait, c'est le chef-lieu de la Prusse orientale. Donc, c'est un sujet du roi de Prusse, Frédéric II. Donc, il écrit 2 ans avant la mort de Frédéric II. Donc, quand il parle d'un souverain éclairé, dans ce texte, c'est évidemment de Frédéric II qu'il parle. Alors, je vous lis ce passage. Un prince qui ne trouve pas indigne de lui de dire qu'il tient pour un devoir de ne rien prescrire aux hommes dans les choses de la religion, mais de leur laisser entière liberté en la matière, qui va jusqu'à récuser le nom hautain de tolérance et lui-même éclairé. Regardez, il utilise lui-même au XVIIIe siècle le mot éclairé, éclairé en allemand, le texte est en allemand, et mérite d'être glorifié par le monde contemporain et la postérité reconnaissant comme celui qui le promit à délivrer le genre humain de l'état de tutelle. Donc le projet des Lumières est d'émanciper le genre humain, du moins pour ce qui est du gouvernement, et avoir laissé chacun libre de se servir de sa propre raison pour toutes les questions de conscience. Donc pour lui, l'essentiel du programme des Lumières, c'est avant tout la liberté de penser, ce qu'il appelle ici la liberté de conscience. Sous son règne, il fait référence au monarque éclairé, sous-entendu ici Frédéric II. Sous son règne, il est permis à de vénérables ecclésiastiques, sans préjudice des devoirs de leurs fonctions, de soumettre librement et publiquement à l'examen du monde,
en leur qualité de savants, des jugements et des réflexions s'écartant ici ou là du symbole ami. Autrement dit, il prône la cohérence. Il n'est pas question de poursuivre quelqu'un en fonction de ses croyances religieuses, parce que finalement, les différences d'interprétation de la Bible concernant tel ou tel symbole sont finalement des choses qui ne méritent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est un euphémisme, le bûcher. Mais plus encore à tous les autres qui ne sont pas limités par les obligations de leur fonction. Cet esprit de liberté s'étend même au dehors, même là où il doit lutter contre les obstacles extérieurs d'un gouvernement qui se méprend sur son propre compte. Qu'il ne soit nullement besoin de veiller à la paix et à l'unité de la communauté lorsque règne la liberté, sert en effet d'exemple à ce gouvernement. Ces hommes travaillent d'eux-mêmes à sortir peu à peu de leur grossièreté dès lors qu'on ne s'ingénie pas à les y maintenir. Alors, j'ai placé le point essentiel des Lumières. Donc lui-même, au XVIIIe siècle, utilise le mot lumière. Donc en allemand, je vous ai dit que ça se dit Die Aufklärung. Je vais peut-être écrire le mot sur le tableau de droite ici. Aufklärung. Donc die, ça c'est l'article, c'est un féminin. Aufklärung. Ça veut dire l'éclairement, littéralement. Ça va, l'éclairement. Auf, c'est ex en latin, et le clairon, c'est l'éclairement, quoi. Je ne peux pas le dire autrement, je n'ai pas 36 formules pour le dire. Voilà. Alors, j'ai placé le point essentiel des Lumières, la sortie des hommes hors de l'état de tutelle, dont ils sont eux-mêmes responsables, surtout dans les choses de la religion. Parce qu'au regard des arts et des sciences, nos souverains n'ont pas intérêt à exercer leur tutelle sur leur sujet. Il faut savoir que Frédéric II était chef d'un État luthérien, que son père était calviniste, mais qu'en fait lui-même était dans les faits athée. Et que donc son problème, c'est pas du tout la religion, et il va, comment dirais-je, être ouvert aux jésuites lorsqu'ils seront chassés de France et des pays catholiques, parce que lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est d'avoir des gens intelligents qui puissent enseigner aux Prussiens, aux Allemands. Donc c'est un opportuniste, autrement dit, Frédéric II. Au reste, cet état de tutelle est en même temps que le plus préjudiciable, le plus déshonorant de tous. Mais la manière de penser d'un chef d'État qui favorise les Lumières va encore plus loin et discerne que, même au regard de sa législation, il est sans danger d'autoriser ses sujets à faire publiquement usage de leurs propres raisons et exposer publiquement au monde leurs idées sur une meilleure rédaction de la dite législation, même si elles sont assorties d'une franche critique de celle qui est en vigueur. Nous en avons un exemple éclatant par lequel aucun monarque n'a encore devancé celui que nous vénérons. Là, il faut de la manche, évidemment, du souverain prussien à ce moment-là, qui est Frédéric II, et qui meurt 2 ans plus tard, d'ailleurs. Mais seul, celui qui, lui-même éclairé, n'est pas sujet à des peurs chimériques, et qui a en même temps à sa disposition une armée nombreuse, Frédéric II, un des objectifs majeurs de son règne était de constituer une armée puissante, qui était d'ailleurs, comment dirais-je, beaucoup plus importante que ne nécessitait véritablement la dimension de ces territoires. Il avait un objectif précis, mais en tout cas le pourcentage d'habitants de Prusse et des territoires des Hohenzollern, c'est-à-dire la dynastie à laquelle il appartient, le nombre d'habitants qui étaient sous les armes était vraiment très important, très important. Au début de son règne, il y avait 80 000 soldats, il y en aura 180 000 à la fin de son règne, ce qui est énorme. C'est énorme, vous imaginez ce que c'est, 180 000 soldats. Alors, et qui en même temps donc une armée nombreuse et bien disciplinée pour maintenir l'ordre public peut dire ce qu'un État libre ne peut oser dire. Écoutez bien ça. Raisonnez, c'est ce que dirait le souverain, donc à ses sujets. Raisonnez autant que vous voulez, et sur ce que vous voulez, mais obéissez. Ça fait un petit peu penser, vous savez, à cette formule qu'on utilise pour railler la démocratie. Vous savez, quand on a fait tomber le mur de
Berlin, hein, en novembre 1989, on a des gens des pays d'Est qui ont dit à ce moment-là, ben, avant, on nous disait que la dictature c'était ferme ta gueule, tandis que la démocratie c'est cause toujours. Ça fait un petit peu penser à cette définition de la démocratie. Hein. La démocratie c'est cause toujours, quoi. Donc là, tu peux parler, de toute façon, on ne va pas t'écouter. Hein, c'est un petit peu ça. Raisonnez autant que vous voulez, et sur ce que vous voulez, m'obéissez. Vous voyez? Bon. Ainsi, les choses humaines prennent ici un cours déconcertant, inattendu. Et d'ailleurs, si on observe les choses dans les grands traits, tout qui est paradoxal, un degré supérieur de liberté civile semble bénéfique à la liberté d'esprit du peuple et lui impose cependant des bornes infranchissables. Un moindre degré de liberté civile ménage en revanche l'espace où il s'épanouira autant qu'il est en son pouvoir. Vous voyez la subtilité ici, hein? Quand la nature a fait sortir de la dure enveloppe le germe dont elle prend soin le plus tendrement, c'est-à-dire le penchant et la vocation à la libre pensée, c'est intéressant de voir le terme libre pensée ici. Ce penchant a progressivement des répercussions sur l'état d'esprit du peuple, ce qui le rend peu à peu plus apte à agir librement, et finalement même sur les principes du gouvernement, lequel trouve profitable pour lui-même de traiter l'être humain, qui est désormais plus qu'une machine, conformément à sa dignité. Il y a un passage, là vous voyez, quand il dit un moindre degré de la liberté civique ménage en revanche l'espace où il s'épanouira autant qu'il est dans son pouvoir. Après ce qu'il a dit juste avant, ben, ça fait un petit peu penser à la dialectique du maître et de l'esclave qu'on trouve dans la phénoménologie d'esprit de Hegel, hein, selon laquelle ben, l'esclave, finalement, lui, en disant non, devient libre face à son maître. Voilà. Alors, je reprends. Donc, vous avez retenu, sur le plan théorique, un personnage domine, Montesquieu, et je vous demande quand même de retenir le passage « Qu'est-ce que les Lumières » d'Emmanuel Kant, qui date de 1784. Donc ça va 1784 Kant, 1748 Montesquieu. Ce sont les auteurs qui encadrent, je dirais, la période du despotisme éclairé. Mais autant Kant s'inscrit d'une certaine manière dans cette logique, autant Montesquieu, lui, défend une position différente, parce que Montesquieu défend, en fait, l'idée d'un État où ce sont les corps intermédiaires qui jouent le rôle le plus important, autrement dit, ce qu'on appelle en France à cette époque les parlements. Hein? Le Parlement entre le roi d'une part et les sujets. Voilà. Mais parmi les corps intermédiaires, on trouve aussi les corporations et toute une série d'autres institutions. Alors, l'idée centrale, du point de vue des philosophes, c'est donc, vous l'avez entendu, les sciences humaines sont objets d'investigation qui permet d'établir des régularités. C'est ce que Montesquieu fait dans l'esprit des lois. Il essaie de classer les régimes politiques en fonction des sociétés dont ils sont issus. Ensuite, deuxième idée, et ça intervient chez Kant, c'est la notion de liberté. Liberté de conscience, qui conduit à la tolérance. Et le mot tolérance, vous avez entendu que Kant dit qu'on peut aller au-delà de la tolérance, parce qu'être tolérant, ça veut dire supporter l'autre, supporter la pensée de l'autre. Mais on peut peut-être aller encore plus loin dans le respect de l'autre, que simplement le supporter. Enfin, c'est un grand progrès. N'oubliez pas qu'un siècle plus tôt, il y avait encore des bûchers en France, et qu'il y aura encore des bûchers au début du XIXe siècle en Espagne. Hein. Donc tout est relatif. Alors, liberté également de circulation, liberté économique. Et c'est ce qui se met en place avec la naissance du libéralisme qui est théorisé par Adam Smith en 1776. Hein, donc dans son livre de la nature et les causes de la richesse des nations, publié en anglais. Voilà. Alors maintenant, quels sont les moyens, autrement dit les voies qui permettent d'atteindre cet objectif? Alors, moyens, il y en a deux. Il y a tout d'abord la monarchie à l'anglaise, le modèle anglais. Dans le système anglais, qui a été théorisé par John
Locke, L-O-C-K-E. On dit en 1690, donc beaucoup plus tôt, au siècle précédent, en 1690, au lendemain de la Glorieuse Révolution. La Glorieuse Révolution, c'est la révolution qui met en place le parlementarisme en Angleterre, mais définitivement cette fois. Définitivement. Eh bien, ce système, ce modèle anglais, va avoir beaucoup de succès au XVIIIe siècle. Montesquieu lui-même est un peu une prolongation de John Locke. Et Voltaire va le vanter dans plusieurs de ses écrits, ce système anglais. Ou bien vous avez l'idée du monarque réformateur, ça va, le monarque réformateur, autrement dit, le despote éclairé à demi-mot, c'est ça qu'il faut mettre derrière le monarque réformateur, celui qui va réformer ses États d'en haut, non pas à partir d'une représentation populaire comme en Angleterre, même si c'était encore très imparfait encore, cette chambre des députés en Angleterre, mais là c'est un monarque qui décide tout seul en haut. Et là, on retourne en fait, toujours sur le plan philosophique, parce qu'on est toujours du point de vue des philosophes, on retourne à ce modèle qui a été proposé déjà dans l'Antiquité, au IVe siècle avant Jésus-Christ, par Platon. Nous avons étudié l'année passée, Platon. Non, il y a 2 ans, Platon. Et Platon, dans un ouvrage célèbre, La République, proposait que la cité athénienne en l'occurrence, soit dirigée par des philosophes. Autrement dit, les gouvernants seraient des philosophes. Vous vous souvenez certainement du mythe de la caverne, dans lequel plutôt des prisonniers sont attachés, doivent regarder la paroi d'une caverne, et c'est justement un de ces prisonniers qui parvient à se détacher, et qui est l'équivalent au fond du philosophe, qui va connaître la lumière, il va se rendre compte, lui, que les ombres que l'on voit sur la paroi de la caverne ne sont pas la réalité, sont du virtuel, c'est de l'image, et va tenter d'apporter aux prisonniers, c'est-à-dire à ceux qui sont dans la cité, la vérité, c'est-à-dire le langage de la réalité. Voilà. Je vous montre ce livre de Platon, ici en édition continue, Bibliothèque Médiation. C'est donc dans le fameux chapitre livre 7 que le mythe de la caverne se trouve exposé. Alors, un autre auteur qui vit à la fin du règne de Louis XIV, c'est Fénelon. Fénelon est archevêque de Cambrai. C'est donc un archidiocèse qui se trouve dans le nord de la France, Cambrai. Et Fénelon est le précepteur du petit-fils de Louis XIV, le duc de Bourgogne. Et à son intention, il écrit un livre qui s'appelle Télémaque, du nom donc du fils d'Ulysse. Et ce livre est un petit peu un modèle de cette philosophie des Lumières, puisque c'est un intellectuel qui sert de conseiller au prince sur la manière dont il doit gouverner. Voilà. Alors, Frédéric II lui-même a écrit plusieurs ouvrages politiques. Et un de ceux qu'il écrit au début de sa carrière politique, c'est l'Anti-Machiavel. L'Anti-Machiavel dans lequel il défend le contrat entre le souverain et le peuple tel qu'il est défendu par John Locke en 1690, donc dans ses 2 traités sur le gouvernement. Ici, je vous montre l'édition en Garnier, qui est éditée juste après Le Prince de Machiavel, qui date de
13, si les souvenirs sont bons, 1516. Voilà. Alors, pour ces philosophes, de nouveau, le monarque doit faire ses réformes en fonction de l'utilité sociale. Si l'on n'est pas dans l'utilité sociale, on est justement dans le despotisme. Et c'est là, justement, que vous voyez la contradiction entre le mot et la chose. Puisque le despotisme, c'est justement ce que ne doivent pas faire les philosophes, les despotes éclairés, c'est-à-dire les rois philosophes. Frédéric II, Joseph II, Marie-Thérèse ou Catherine II. Alors maintenant, après avoir vu le point de vue des philosophes, on va voir le point de vue des monarques eux-mêmes. Alors, 3 points seront abordés. On va d'abord voir quelles sont les contraintes devant lesquelles se trouvent ces monarques lorsqu'ils sont au pouvoir et qui par conséquent va les obliger à mettre peut-être un peu d'eau dans leur vin. La théorie c'est bien, mais l'application c'est autre chose. Ils se trouvent face à la réalité, eux, alors que les philosophes ont devant eux un idéal qu'ils cherchent à atteindre. Premier problème, les contraintes. Ensuite, le modèle. Et ce modèle, c'est le modèle Louis XIVien. Autrement dit, le modèle que Louis XIV a pratiqué pendant son règne dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et vous savez que ce modèle est celui de l'absolutisme de droit divin. Je ne vous apprends rien. Enfin, on va voir quels sont les objectifs et les réalisations de ces monarques. Voilà. Alors je commence par les contraintes. Voilà. On voit. Je commence par les contraintes. Alors les contraintes, elles sont d'abord politiques. Je viens de vous dire, une chose est d'avoir de grandes idées, de grandes théories, autre chose est de pouvoir les appliquer dans un contexte donné, qui est là avant vous. En effet, les monarques, qu'il s'agisse de Frédéric II, de Marie-Thérèse, de Joseph II ou de Catherine II, doivent tenir compte de ces sociétés d'ancien régime qui ne sont justement pas des sociétés organisées rationnellement, à nos yeux de modernes. Alors pourquoi elles ne sont pas organisées rationnellement à nos yeux de modernes? Parce qu'en fait ce sont des sociétés où tous les droits sont enchevêtrés, où il y a beaucoup de privilèges, c'est-à-dire que chaque ville a un droit différent de sa voisine, où un habitant des campagnes n'a pas les mêmes droits d'un habitant des villes, où à l'intérieur des villes ou à l'intérieur des campagnes, il y a plusieurs catégories d'individus qui ne relèvent pas du même droit, ils ne relèvent même pas des mêmes cours de justice, suivant que l'on soit noble, ecclésiastique ou roturier. Et qu'en plus de ça, ces monarques doivent agir de manière relativement empiriste. Ils ne peuvent pas être purement rationnels, justement. Hein, ce sont ces deux courants qui, au XVIIe siècle, s'opposent. D'une part, le rationalisme plutôt français, et d'autre part, l'empirisme plutôt anglais. Alors, ça, ce sont donc pour les contraintes politiques. Mais à côté de ça, il y a également des contraintes économiques et sociales. Alors, les contraintes économiques et sociales, quelles sont-elles? Eh bien, il y a tout d'abord le fait que ces souverains, ils sont face à des problèmes concrets, une fois de plus, concrets.
Ils veulent accroître la richesse de leur pays, ce qui suppose qu'il va falloir lever éventuellement des impôts, ou en tout cas augmenter la productivité de la majorité de leurs sujets, qui sont des paysans. Nous sommes dans des sociétés profondément rurales. Je ne répéterai jamais assez. Or, ces sociétés profondément rurales sont marquées par des pratiques qui relèvent d'un autre temps, si je puis dire, à savoir le servage et la corvée. Or, nous nous trouvons au XVIIIe siècle, à un moment donné, où le système atteint ses limites, et il y a des contradictions entre, d'une part, la volonté de produire et d'accroître des richesses, et d'autre part, les contraintes du système qui font que, quand vous êtes serf, ou quand vous devez travailler plusieurs jours gratuitement pour un seigneur, vous n'êtes pas motivé pour augmenter votre rendement. Vous comprenez bien, puisque de toute façon, hein, ces 3 jours, ils sont pour le seigneur, 3 jours par semaine. Donc, vous travaillez à mi-temps pour un seigneur. Ça ne vous donne pas spécialement l'envie de travailler vite et bien. Vous êtes bien d'accord. Ce n'est pas un système salarial. On travaille gratuitement dans le cadre de la corvée. Et par conséquent, il y a contradiction à l'intérieur même du système, et c'est ce que plus tard, Karl Marx va dénoncer à l'intérieur aussi du système capitaliste. Et enfin, pour avoir un État moderne, il faut des infrastructures, il faut des routes. Mais existe-t-il dans ces États-là une bourgeoisie aussi entrepreneuriale, aussi entreprenante que dans les pays d'Europe occidentale que je vous citais en introduction, c'est-à-dire l'Angleterre, la France et les Provinces-Unies? Mais justement pas. Donc en même temps, ils veulent faire mieux, mais ils ont des contraintes devant eux qui les empêchent de réaliser leurs objectifs. On va passer maintenant au modèle qui se trouve devant eux. J'ai indiqué ici que ce modèle est le modèle Louis XIVien, c'est-à-dire que ces souverains des Lumières, que ce soit Frédéric II, Marie-Thérèse, Joseph II ou Catherine II, sont quand même assez pragmatiques. Ils ont un idéal, mais concrètement, ils doivent faire, je vous l'ai dit, avec la réalité. Donc ils sont pragmatiques. Et quel est le modèle qui ressemble le plus à ce qu'ils voudraient faire? C'est l'État de Louis XIV, tant vanté par Voltaire. Alors je montre l'ouvrage de Voltaire, Le siècle de Louis XIV, dans lequel il fait l'apologie justement de cette époque-là comme étant un âge d'or, hein, permettant de résoudre sur le plan politique et culturel, bien sûr, bien des problèmes et de mener l'État à son apogée. Voltaire, qui est ce grand intellectuel, on le classe dans les philosophes au même titre que Rousseau, que Diderot, que Montesquieu, mais en fait c'est un journaliste d'un énorme talent, c'est un grand écrivain, mais peut-on parler d'un philosophe au sens d'un métaphysicien, de quelqu'un qui fait de la logique, etc. Certainement pas. Donc c'est pas un philosophe dans ce sens-là, c'est un intellectuel, je dirais, comme Sartre, si vous voulez. Hein, quoique Sartre écrit un ouvrage quand même de pure philosophie, hein, L'être et le néant, mais pour le reste, il écrit des pièces de théâtre comme Voltaire, il écrit des romans comme Voltaire pour essayer de faire passer sa philosophie pratiquement à travers des écrits plus lisibles, je dirais, par le grand public. Donc, ce modèle qui est imité culturellement dans les arts, qui est imité également, alors on dit les arts, mais par exemple dans l'architecture. Pensez au château de Schönbrunn plutôt, en Autriche. Schönbrunn qui veut dire la belle source, hein, littéralement.
Pensez à tous ces châteaux en Allemagne, à Würzburg, pensez à Potsdam également, le château de Frédéric II à Potsdam, sans souci, hein, d'ailleurs qui porte un nom français et qui révèle bien sa vision des choses. On va maintenant passer aux objectifs et réalisations. Objectifs et réalisations. Alors, objectif, tout d'abord. Alors, objectif politique et réalisation politique et militaire. Les monarques absolus ont voulu essentiellement centraliser leurs États. Quelqu'un comme Marie-Thérèse d'Autriche régnait sur des territoires très disparates, avec des droits très très différents. Elle était reine d'Hongrie, reine de Bohême, elle gouvernait sur les territoires héréditaires des Habsbourg, et pas de l'Autriche comme on le dit habituellement. Voilà, c'est des territoires assez importants qui allaient jusqu'à la Transylvanie, dans l'actuelle Roumanie par exemple. Sans parler des territoires des Slaves du Nord, où j'ai parlé de la Bohême tout à l'heure, mais il y avait aussi la Slovaquie, il y avait également la Galicie, dans le sud de la Pologne actuelle, il y avait également, pour les Slaves du Sud, la Slovénie et la Croatie. Frédéric II lui-même se trouve devant des États très disparates. Hein, le cœur des territoires des Hohenzollern, donc le nom de la dynastie de Frédéric II, c'est Berlin, ce qu'on appelle le Brandebourg, mais ces territoires s'étendaient également sur la Poméranie, qui donnait sur la Baltique, sur la Prusse orientale, sur la Prusse occidentale, bref, et plus quelques territoires qui se trouvaient plus à l'ouest. Quand, à l'empire de Catherine II, inutile d'insister sur l'immensité de ces territoires, du type de population et des droits qui pouvaient exister. Par conséquent, tous ces souverains veulent centraliser. Ils créent une bureaucratie. Ils essaient que tout soit décidé à partir de la capitale. Berlin, Vienne ou Moscou, Saint-Pétersbourg. Sur le plan militaire, ils veulent créer une armée puissante qui leur permette d'acquérir des territoires. Je vous ai dit tout à l'heure que Frédéric II a plus que doublé le nombre de ses soldats pendant son règne. Il s'agit également d'accroître les richesses. Mais pour accroître les richesses, je vous ai dit que ces souverains, qui sont mus pour certains par des intentions humanitaires très louables et parfois opportunistes, eh bien, ces souverains vont tenter de supprimer le servage et la corvée, mais à des degrés divers. Par exemple, Marie-Thérèse et Joseph II vont sincèrement et volontairement supprimer cela. Joseph II supprime le servage dans les territoires des Habsbourg en 1781, donc très tardivement, et la corvée, qui est remplacée par une redevance en argent, en 1789. En fait, c'est le résultat d'une longue histoire, hein, parce que déjà Léopold Ier, l'empereur d'Autriche, enfin, plus exactement l'empereur du Saint-Empire romain de la nation germanique, Léopold Ier, en 1680, avait déjà réduit le nombre de jours de corvée à 3 en Bohême, c'est-à-dire dans l'actuel État tchèque, si vous voulez, hein, et que c'était à la suite de révoltes successives, il y en a eu au milieu du XVIIIe siècle également, que finalement, la pression étant ce qu'elle est, le rapport de force étant ce qu'il était, et surtout les contradictions internes au système féodal avaient conduit, donc ont conduit Joseph II à supprimer tout à la fin de l'Ancien Régime, donc en tout cas, ça correspond à la fin de l'Ancien Régime en France, d'une part, donc, le servage, et 2, 8 ans plus tard, en 1789, la corvée qui est remplacée par, je le disais à l'instant, une redevance en argent.
Pour Frédéric II, les choses ont été moins simples, parce que Frédéric II n'a pas hésité à supprimer le servage, parce qu'il se rendait compte, pas tellement parce que c'est un humaniste, vous savez, Frédéric II a deux visages. Hein. C'est en même temps un philosophe, un intellectuel, intelligent, incontestablement cynique, mais c'est aussi quelqu'un qui est un homme de son temps, il n'est pas en avance de son temps, et qui, sur le plan économique, essaye de voir ce qui est le plus rentable pour les caisses de l'État, tout simplement. Et il s'est rendu compte que pour augmenter les ressources de l'État, on avait intérêt à supprimer le servage et la corvée pour augmenter les impôts, mais il n'a osé le faire que sur les terres de la couronne. Autrement dit, dès 1755, il supprime la corvée sur les terres de la couronne, et pour les remplacer évidemment par des redevances d'argent, je vous ai dit que tout ça n'est pas gratuit. Et en 1772 et puis 1773, il va supprimer le servage et la corvée sur les terres polonaises qui avaient été conquises par le roi lui-même, parce que là, il ne se trouvait pas dans le même rapport de force qu'en Prusse, enfin que dans le Brandebourg. Là, il a ménagé la noblesse, il n'a pas osé supprimer le servage, donc autrement dit, les officiers royaux ne pénètrent pas dans les seigneuries de Brandebourg, parce que là, il a besoin de cette noblesse, en particulier pour assurer les cadres de l'administration, qui va constituer un véritable quatrième ordre, hein, à côté du clergé, de la noblesse et du tiers-état. Voilà. Alors, à l'extrême se trouve la position de Catherine II de Russie, qui, elle, va, non seulement elle ne va pas améliorer la condition des paysans, même d'un point de vue opportuniste, elle va au contraire l'aggraver. Tout ça est lié évidemment à un rapport de force, parce que Catherine II gouverne avec la noblesse, elle a besoin de sa noblesse pour gouverner l'empire des tsars, et par conséquent, loin de supprimer le servage, elle va le renforcer pour plaire à la noblesse. Et donc l'héritage social que laisse Catherine II à la Russie du XIXe siècle est extrêmement lourd et n'est pas pour rien, évidemment, dans la situation des paysans, des moujiks russes au XIXe siècle, ce qui va conduire, comme vous savez, un bon siècle plus tard à la Révolution d'octobre. Et c'est seulement, si mes souvenirs sont bons, en 1861, que le servage va être supprimé sur les terres de la couronne seulement, je dis bien la couronne. Donc la Russie était vraiment un pays attardé sur le plan économique, mais aussi social. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc vous avez bien retenu qu'il y a des réformes, mais que ces réformes, elles sont très très limitées. On doit faire avec, parce que l'objectif premier de ces monarchies qui appartiennent à ce courant politique appelé le despotisme éclairé, cherche d'abord à renforcer l'État, il crée une bureaucratie, il cherche à augmenter les richesses, mais tout cela finalement entre dans une tradition bien rodée et classique que l'on trouve partout, hein, en France aussi à ce moment-là. Alors où se trouve l'originalité, où se trouve la nouveauté de cette politique des despotes éclairés? Puisque je vous ai dit qu'ici, ils ne font que suivre quelque part le cours de l'histoire. Alors, où est le rôle maintenant à titre personnel? Donc, on va voir maintenant la nouveauté. La nouveauté, donc on est dans les objectifs et réalisations, j'ai d'abord traité de la tradition, et on a vu dans cette tradition donc, les aspects politiques et militaires, et puis les aspects économiques et sociaux. Et maintenant, on va voir où se situe la nouveauté, et ce qui fait peut-être, et même plus que peut-être, avec certitude, l'originalité. Donc c'est ici que l'on peut parler de nouveauté, donc par rapport à la monarchie absolue de type classique que l'on rencontre en France au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors quelles sont ces nouveautés? Quoique. Alors, tout d'abord,
la législation. Tout d'abord, la législation. Tout d'abord, la législation. Alors, en effet, dans le domaine du droit, il y a une activité législative assez fébrile, tant en Prusse qu'en Autriche, enfin le territoire des Habsbourg, qu'en Russie, visant à, comment dirais-je, à humaniser les peines, à simplifier aussi les procédures et à les rendre plus justes. Des codes frédériciens, des codes thérésiens sont publiés à cette époque-là. La torture est par exemple abolie. Ensuite, outre la législation, il y a le domaine religieux. Or là, il y a un véritable progrès. En 1780, Joseph II publie un édit de tolérance à destination des protestants et des orthodoxes. Et cet édit de tolérance sera élargi l'année suivante, en 1782, aux Juifs. Donc il y a un progrès. Reste enfin le domaine intellectuel. Tous ces philosophes, enfin tous ces souverains, se targuent d'être des intellectuels, ou en tout cas d'être en commerce avec des intellectuels. Diderot lui-même rencontre Catherine II, Voltaire est en correspondance et même rencontre également Frédéric II de Prusse. Frédéric II de Prusse va choisir un Français pour diriger l'Académie des sciences de Berlin. Il s'agit de Maupertuis. Je vous signale par ailleurs que la bibliothèque de Voltaire, si vous la cherchez, elle ne se trouve ni en France ni en Suisse, elle se trouve à Saint-Pétersbourg. Donc c'est là que vous trouverez la bibliothèque de Voltaire. Donc c'est intéressant à savoir quand même. Voilà. Tous ces souverains vont créer les académies. J'ai parlé de l'Académie des sciences de Prusse, créée par Frédéric II, mais Marie-Thérèse a également créé une académie. Pensons à l'académie qui date des années 1770 à Bruxelles, l'Académie thérésienne, qui existe toujours. Il porte maintenant le nom d'Académie royale des arts, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Vous la trouverez sur la place des Palais. Lorsque vous regardez le Palais Royal, c'est à votre gauche. C'est un grand bâtiment qui date de l'époque en style néoclassique, qui a d'ailleurs été la résidence du prince d'Orange, Frédéric, à l'époque hollandaise, donc entre 1815 et 1830. C'est un beau palais d'ailleurs. Voilà. Alors, conclusion de tout ceci. Lorsqu'on fait un exposé, il faut toujours une conclusion, comme vous savez. 3. Conclusion. Si l'on fait le bilan de tout ce que j'ai pu vous dire, vous comprendrez bien que les rapports entre l'idéal et la pratique, entre la philosophie et la politique réelle, la réelle politique, comme on dit en allemand, eh bien tous ces rapports sont complexes. Incontestablement, dans les faits, ces rois philosophes ont eu des intentions de progrès. Et la notion de progrès est un mot-clé, certainement, au XVIIIe siècle. Il appartient à cette idéologie des Lumières. Donc, ils veulent faire progresser le droit, ils veulent faire progresser l'esprit de tolérance, ils veulent faire progresser les sciences, sans aucun doute. On a vu toutefois qu'ils doivent mettre de l'eau dans leur vin, que quand ils se trouvent face à des contraintes
qui sont celles de l'organisation parfois très complexe de leurs États, qui ne sont pas unifiés en fait, ils sont obligés évidemment de resserrer les boulons, de centraliser leur administration, et ce n'est pas toujours perçu de manière très sympathique par leur peuple. Pensez à Joseph II qui a vu pratiquement son œuvre s'écrouler tout à la fin de son règne en Belgique, puisqu'il va y avoir une révolution en Belgique contre la centralisation de Joseph II. Voilà, donc il y a du pour et du contre. Il y a certainement des concordants sur un certain nombre de points que j'ai essayé de souligner, mais pour le reste, vous devez vous dire que ces souverains raisonnent avant tout en termes de raison d'État. C'est la raison d'État qui prévaut, et ils ne feront jamais passer l'idéal avant les solutions concrètes des problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain. Il me reste à vous montrer maintenant quelques ouvrages, outre ceux que j'ai pu vous montrer pendant le cours lui-même. Alors, d'abord peut-être pour terminer cette revue de grands écrivains qui participent de l'esprit du temps, tout d'abord un précurseur, Pierre Bayle, qui vit à la fin du XVIIe siècle et qui a publié un ouvrage qui s'intitule « De la tolérance ». C'est l'auteur en 1694 d'un dictionnaire très très important du point de vue de l'histoire des idées. Voltaire, lui-même, a publié un traité sur la tolérance. Il a publié un traité sur la tolérance que vous pourrez trouver dans la collection Folio, associée à l'affaire Calas, ou plutôt il se trouve dans l'affaire Calas. Attendez, je vois l'occasion, oui. Donc c'est l'affaire Calas et le traité sur la tolérance. Donc il y a d'abord l'affaire Calas, suivie par le traité sur la tolérance à l'occasion de la mort de Jean Calas. En fait, c'est une histoire d'un homme qui a été accusé sans preuve, tout simplement sur base de préjugés, parce qu'il était protestant à Toulouse, si mes souvenirs sont bons. Et donc Voltaire écrit un traité à ce sujet-là. Enfin, d'un auteur italien, Cesare Beccaria, des délits et des peines, publié en 1764, qui vise à humaniser le droit. Alors, quelques ouvrages maintenant généraux. D'Albert Soboul et consorts, Le siècle des Lumières, il y a 3 volumes, je n'ai apporté ici que le premier. Dans la collection Peuple et civilisation aux presses universitaires de France. L'Europe absolutiste, et je crois que le titre est bien choisi, plutôt que d'indiquer l'Europe éclairée, puisqu'il s'agit ici de pouvoir, avec comme sous-titre Raison et raison d'État 1649-1775 de Robert Mandrou, aux éditions Fayard. Très très bien. C'est un grand historien de l'Ancien Régime en France. De François Buch, en collection plurielle, Le despotisme éclairé. De Jean Meyer, en Que sais-je, Le despotisme éclairé. Même titre. De Pierre Chaunu, La civilisation de l'Europe des Lumières, en Champ Flammarion. Je vous ai apporté ici l'édition abrégée, l'édition originale étant massive et lourde à porter, mais elle se trouve à la bibliothèque de l'école. De Ulrich Imhoff, Les Lumières en Europe. Donc ce n'est pas seulement l'histoire des idées, c'est aussi la politique. C'est chez Au Seuil. Alors pour ceux qui ont les reins solides, alors là c'est un ouvrage difficile à lire, mais je vous conseille, si un jour vous décidez d'approfondir tout ça, Dern Cassirer, c'est un grand philosophe, La philosophie des Lumières, en presse pocket. Presse pocket. Alors, un auteur très à la mode, un auteur
démagogue. Et c'est pas toujours, il écrit très vite ses ouvrages, malheureusement. Donc, c'est Michel Onfray, Les Ultras des Lumières, contre-histoire de la philosophie, tome 4, en livre de poche. Ou les questions de D'Holbach, d'Helvétius, la Métrie, par exemple. D'Alphonse Dupron, Qu'est-ce que les Lumières, en folio Histoire. Alors, un ouvrage ancien mais qui reste d'actualité, L'Europe française au siècle des Lumières, ou dans lequel de Louis Réau, dans la collection L'évolution de l'humanité chez Albin Michel, où l'on voit l'influence justement du modèle Louis XIVien au XVIIIe siècle. Dans la construction des châteaux, par exemple, enfin des palais. Alors, chez Champion, texte réuni par Charles Porcet et Cécile Révauger, franc-maçonnerie et religion dans l'Europe des Lumières. Le thème de la lumière étant d'ailleurs très important chez les maçons. C'est la lumière de, comment dirais-je, le recul, enfin le combat contre l'ignorance, la superstition de la religion. Alors, colloque sur l'idéologie des Lumières de 71, publié par l'Institut des hautes études de Belgique. De Michel Foucault, une histoire de la naissance des sciences humaines, les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines, chez Gallimard, et qui porte sur le XVIIe et XVIIIe siècle. La naissance de la grammaire, de l'économie à cette époque-là. Ça renvoie à ce que j'expliquais tout à l'heure. De Robert Darnton, soit professeur américain, L'aventure de l'encyclopédie, un best-seller au siècle des Lumières, chez Perrin. Et vous savez que l'encyclopédie est publiée à partir de 1751. Il va connaître, comme son nom l'indique, une grande vogue à cette époque-là. Les Lumières dans les Pays-Bas autrichiens et la principauté de Liège, c'est publié par la Bibliothèque royale de Belgique. Alors, un ouvrage d'André Putmans, déjà ancien mais qui est relativement intéressant, La censure dans les Pays-Bas autrichiens, publié par l'Académie royale de Belgique en 1935. Vous voyez au siècle des Lumières, comme quoi il peut y avoir contradiction entre, enfin, pas contradiction, mais en tout cas opposition entre deux termes. D'Henri Brunswick, Société romantisme en Prusse au XVIIIe siècle. En sciences flammarion. Il ne faut pas se tromper sur le titre parce qu'en fait, plus de 180 pages, je crois plus de 160 pages du livre, donc la première partie du livre est consacrée justement à l'Aufklärung, c'est-à-dire aux Lumières en Prusse. C'est aussi un spécialiste d'histoire d'Afrique. Alors, une biographie classique de Frédéric II de Pierre Gaxot chez Fayard. Une biographie de Marie-Thérèse d'Autriche par Jean-Paul Blais, professeur à la Sorbonne, je crois, oui. La Russie au temps de la Grande Catherine, vous voyez, près de 800 pages, d'Isabelle de Madariaga, chez Fayard. Alors, pour la prolongation du thème abordé aujourd'hui, 1793, La Révolution contre l'Église, de la raison à l'être suprême, par Michel Vauvel. Ça concerne donc l'époque de Robespierre, l'époque intérieure. Voilà, j'ai dit.